Comment je définis l'éducation somatique? En fait, je relisais récemment la définition qui est proposée dans le dictionnaire Larousse et je suis très en accord avec cette définition qui exprime l'idée que l'éducation somatique, c'est un champ disciplinaire qui regroupe différentes méthodes qui ont pour objet d'étude et de pratique l'apprentissage de la conscience du corps en mouvement dans son environnement. Et je pourrais spécifier que j'aime cette définition parce que chacun des mots est vraiment important. Chacun des mots est placé. Apprentissage d'abord. Souvent, en Amérique du moins, l'éducation somatique est à la frontière, je dirais, d'une conception éducative, d'une intervention éducative ou d'une intervention thérapeutique. Et lorsqu'on met le mot apprentissage dans la définition de l'éducation somatique, on met au premier plan cette dimension éducative de l'éducation somatique, c'est-à-dire que les gens apprennent la conscience du corps en mouvement. Et voilà le deuxième mot qui est placé, la conscience du corps en mouvement. Et souvent, les gens, il y a eu toute une époque où les gens s'intéressaient à la posture du corps. L'éducation somatique s'intéresse moins à la posture comme telle que la capacité de bouger, de mobiliser cette structure corporelle. Et finalement, dans la définition, le troisième mot, l'environnement. On est des êtres humains qui vivons dans un champ gravitaire, donc ça porte toutes sortes de contraintes et toutes sortes de possibilités sur notre organisation corporelle, mais aussi le mot environnement pour donner l'idée qu'on est un être dans le monde avec une action dans le monde. Et dans les premières années de l'éducation somatique, j'ai observé et on pouvait lire, il y avait une préoccupation très grande sur l'individu, sur la conscience de soi. Et je me souviens d'avoir écrit un article qui parlait qu'il y avait eu deux grandes étapes dans l'éducation somatique. Une étape que j'avais nommée plus une égo-somatique, c'est-à-dire centrée sur soi. Et à ce moment-là, on pouvait faire le reproche à l'éducation somatique d'être un peu trop nombriliste, etc. Mais assez rapidement, finalement, je pense qu'on est passé à ce que j'ai appelé un éco-somatique, éco dans le sens de communauté, environnement, famille, élargissement finalement d'une préoccupation davantage centrée sur soi, à une préoccupation de pourquoi se sensibiliser à soi, pourquoi développer sa perception à partir d'une proprioception très intime, mais c'est pour avoir une action dans le monde. Et là, je pourrais nommer de nombreux éducateurs somatiques qui finalement se réclament de l'appellation, en Amérique du moins, la somatique sociale, c'est-à-dire de toujours prendre le contexte et la culture pour avoir une intervention selon différents modèles holistiques. Et peut-être que je pense que j'étais un peu, j'étais vigilante par rapport à ce terme éco-somatique parce que je vois de plus en plus d'éducateurs somatiques qui se tournent vers des actions très communautaires, très portées vers une conscience, pour une manifestation très consciente d'une conscience écologique. Comment je conçois le développement de l'éducation somatique à travers son histoire? On peut situer l'origine au tournant du siècle lorsque des individus comme Matthias Alexander, Moshe Feldenkrais ont développé leur méthode, une méthode éponyme d'ailleurs, à partir d'un souci d'auto-guérison. Par la suite, à partir des années 30, on observe une dissémination de leur méthode par une première génération d'étudiants. Par la suite, on voit des étudiants de ces méthodes qui commencent à l'appliquer dans des milieux spécifiques, milieu artistique, milieu de la santé, milieu social. Et
très près, à peu près à la même époque, on observe des gens qui, enthousiasmés par l'éducation somatique, vont se donner différentes formations, vont intégrer différentes méthodes d'éducation somatique et vont commencer à développer une méthode beaucoup plus personnelle. Et souvent, ça va être teinté je dirais, d'une approche plus féministe pour certaines personnes, d'une approche plus psychologique chez d'autres individus ou d'approche plus d'intervention sociale. Donc, il y a vraiment une préoccupation d'application de ces méthodes d'éducation somatique. Alors, si on résume, une première étape qui a été l'émergence des méthodes par les pionniers, une deuxième étape, la dissémination de ces méthodes autant en Amérique qu'en Europe. Une troisième étape, une intégration par certains individus en fonction d'un objet très particulier, un milieu d'intervention très particulier. Une quatrième étape qui est l'institutionnalisation, qui finalement amène une certaine reconnaissance sociale à ces méthodes, et avec récemment le développement d'une communauté de chercheurs. Alors, l'intérêt pour les artistes d'expérimenter ces méthodes d'éducation somatique ou d'analyse du corps se situe à de multiples niveaux. Et selon qu'on est chorégraphe, interprète, répétiteur ou enseignant, on peut y trouver différents intérêts. Pour l'interprète, le développement des habiletés techniques est très important. De plus en plus, les artistes sont invités à développer une variété d'habiletés. L'éducation somatique peut les aider parce qu'elle travaille sur des gestes fondamentaux, des genres de prérequis que l'artiste a besoin d'acquérir pour construire des habiletés plus complexes. Concernant les enseignants, l'intérêt de l'éducation somatique est encore multiple, mais ici je peux mentionner plus particulièrement la prévention des blessures. Les artistes sont soumis à un entraînement exigeant et la recherche démontre que les principales blessures sont reliées à une surutilisation des structures musculo-squelettiques qui amènent des stress, qui amènent des blessures. Et l'éducation somatique, par un travail de proprioception toujours, peut amener le danseur à travailler de façon plus respectueuse de ces structures. Et souvent, ce qu'on remarque au fur et à mesure d'un travail en éducation somatique, c'est une augmentation des capacités corporelles. Parce qu'en étant plus conscient de ton organisation corporelle, tu peux te donner différentes options de mouvement. Tu n'es plus, je dirais, soumis autant à tes habitudes, à tes patrons moteurs habituels, mais en te soumettant à une exploration fine, tu ouvres des potentiels que tu avais, mais que tu n'utilisais pas. Le pédagogue va développer, grâce à l'éducation somatique, toutes sortes de moyens pédagogiques. Parce qu'il faut dire qu'à l'intérieur de l'éducation somatique, il y a une variété d'outils pédagogiques disponibles, notamment le travail par le toucher, pour développer la proprioception, c'est-à-dire la capacité de se ressentir. Le toucher va être utilisé. La visualisation, l'imagination va être utilisée, autant que des informations très factuelles, des informations anatomiques. Donc, différents moyens sont offerts par l'éducation somatique pour développer cette capacité à se ressentir et à agir dans le monde. Parce que l'objectif est toujours de faire un usage de soi qui est multiple, c'est-à-dire de développer différentes options, de s'utiliser soi-même pour une action la plus efficace possible dans le monde. Si on change notre perception tactile, visuelle, auditive, c'est notre état somatique dans sa globalité qui est changé et notre rapport au monde devient changé.
Concernant l'application des différentes méthodes d'éducation somatique dans diverses cultures ou groupes sociaux, d'abord, il ne faut pas oublier que chacune des méthodes d'éducation somatique a été développée par un individu qui portait sa culture. Et ces traces de cette culture sont visibles dans chacune des méthodes développées. Il y a des méthodes d'éducation somatique qui mettent plus d'accent sur l'idée que en travaillant l'éducation somatique, on travaille sur des patrons ancestraux qui sont génériques à toutes les cultures, qui dépassent notre culture spécifique, et je pourrais même nommer le continuum d'Émilie Conrad, qui dit qu'en travaillant sur la respiration cellulaire, notamment, où Bonnie Binbridge-Cohen, en Body Mind Centering, travaille aussi sur la respiration cellulaire. Et ces femmes disent qu'on peut rejoindre, dans une perspective phylogénétique, c'est-à-dire que si on regarde le développement des organismes humains, tous les organismes humains se sont développés sur un processus de vie, de respiration, et que maintenant, présentement, chaque individu a la possibilité de toucher à des patrons ancestraux qui nous mettent en relation avec les organismes vivants, quels qu'ils soient. Donc, agir dans sa communauté sociale, dans sa communauté culturelle, selon des modèles holistiques qui sont plus centrés, je dirais, sur le respect de l'autre et plutôt que sur le rejet des différences. C'est-à-dire qu'on se préoccupe de changements sociaux. Il y a une réflexion critique, une réflexion expérientielle, sensorielle, qui amène à une intervention pour un monde meilleur. Il faut se le dire.